Un vol Air France Paris-Tokyo doit décoller aujourd'hui à 13h40. 22 hôtesses et stewards sont convoqués pour le briefing. Ils auront en charge plus de 500 passagers, avec, comme à chaque fois, des consignes très spécifiques. Aujourd'hui, nous mettrons 11h13 de temps de vol. Pas de turbulence prévue, peut-être un peu en descente, comme a dit le commandant de bord. Je rappelle que Tokyo est la ligne phare de l'Asie. On bien s'adapter à nos clients japonais. Je vous rappelle que pour nommer un client japonais, on prend son nom de famille et on ajoute san derrière. Dans la personnalisation, pensez à la gestuelle. Nous sommes latins, ils sont japonais. On est vraiment différents. On ne touche pas au Japon, on ne touche pas les clients. On reste calme, il n'y a pas de, on ne hausse pas le ton. On reste surtout très très humble, très discret. En cas de problème, on a nos collègues japonaises qui nous accompagnent, qui peuvent nous assister. Et pour les gestes, également pour la traduction. Donc pensez bien à ça. La compagnie aérienne française emploie environ 14 000 personnels navigants commerciaux. Des stewards et des hôtesses qui se croisent et se recroisent parfois au hasard des plannings. Ici, par exemple, moi j'ai déjà volé avec la demoiselle Keila. Et sinon, je crois que j'ai déjà volé avec notre hôtesse japonaise qui est ici, France, que je retrouve avec grand plaisir. Et puis je crois que pour les stewards, c'est tout. On se connaît un petit peu, quoi. Mais il peut s'avérer 6 mois, 1 an, 2 ans sans qu'on se croise. Quelquefois, si c'était une escale où on est resté ensemble parce qu'on est allé dîner le soir, par exemple, on va peut-être plus s'en souvenir parce qu'on aura fait autre chose que le vol. Donc il y aura d'autres images que celles de l'avion. Après, se souvenir des prénoms, ça c'est très compliqué. En général, il y a des gens plus doués que d'autres. Des noms et des prénoms. Mais les noms et les prénoms, c'est difficile. Le visage, oui, mais qu'est-ce qu'on l'a fait, où, quand? Ça, c'est autre chose. Dans 2 heures, ils s'envoleront pour le Japon. Air France KLM, ce sont 100 000 salariés mobilisés 24 heures sur 24. Des navigants au service d'une clientèle internationale, souvent très exigeante. Dégustation, à tout à l'heure. Le luxe ici, c'est la place, il n'y a pas de cris d'enfants, les gens sont discrets, tout ça, ça fait partie d'un confort. Une vie où l'on ne compte pas ses heures, mais avec certains avantages. Là, je suis à Tokyo. La semaine dernière, j'étais à La Havane. Ensuite, je vais repartir à New York et je terminerai par Santiago du Chili. En coulisses, des techniciens au sol, du personnel de nettoyage, des responsables d'embarquement engagés chaque jour dans une course contre la montre. 45 minutes exactement pour embarquer tous ces clients. Et parmi les 78 millions de passagers transportés chaque année, certains ont besoin d'être rassurés grâce à des simulateurs de vol. Je fais exprès de faire droite-gauche pour que tu sentes, ok? Et je freine. Mais surtout, vous allez découvrir, comme si vous y étiez, la vie à bord du plus gros avion de ligne du monde, Take-off. l'A380. Autour du Paris-Tokyo, les choses s'accélèrent. L'A380 est installée sur le tarmac. Au sol, une dizaine de techniciens vont s'activer. Ils ont 2 heures pour préparer l'avion, mettre les bagages en soute et vérifier qu'il n'y a aucun problème sur l'appareil. Pour rejoindre Tokyo, l'A380 va embarquer pas moins de 200 000 litres de carburant. C'est le commandant de bord, Olivier Lassagne, qui a déterminé la quantité dont il avait besoin. Bonjour, vous allez bien? Oui. Alors, le carburant, on est d'accord pour 164 tonnes 200. Et il restait 15 tonnes 3. D'accord. Et on a un UM, une chaise de prévu. Voilà, parfait. À 55 ans, Olivier est un commandant de bord très expérimenté, avec 15 000 heures de vol à son actif. Pour ce très long voyage, il sera secondé par 2 copilotes, Sylvain Neu pour le carburant, en fait, pour les et Antoine Barua. 600, au niveau du litrage, on est à 185-170. À eux 3, ils pourront assurer une vigilance de tous les instants. Reçu, et dès que c'est coulé, je vous rappelle. Reste désormais à embarquer les 500 passagers qui vont rejoindre Tokyo. Rencontre de conseil pour l'avion militaire, Tokyo International.
Une opération millimétrée, dirigée par Caroline. Nous avons 45 minutes exactement pour embarquer tous ces clients. Toute compagnie qui partirait en retard aurait une pénalité et chaque minute nous coûte beaucoup d'argent. La compagnie paye en effet une redevance à Aéroport de Paris pour parquer chacun de ses avions durant un temps bien défini. Ah, avec le passager première? Super. Tu me rappelles pour qu'on puisse l'embarquer? Super, merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Vous suivez un client particulier? Nous avons notre client première classe. Donc ces clients-là n'embarquent pas ne prennent pas le même cheminement. Et donc c'est un agent qui s'occupe précisément de notre passager qui m'appelle et qui me préviendra dès qu'il sera en piste pour embarquer les clients. Il les accompagne en voiture en fait. Chaque passager de première classe a droit à une berline et à un chauffeur pour se rendre à l'embarquement. Pas question pour la compagnie de faire la queue à ses clients VIP. À bord de la 380, Eric, le steward en charge de la première classe, vérifie que ses passagers seront parfaitement installés. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, en fait, avant chaque embarquement, nous avons des tâches attribuées en fonction de nos postes. Et parmi les tâches qui m'incombent, je dois vérifier que la cabine est prête pour accueillir les passagers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ampoule grillée au niveau de la liseuse, que le tiroir contient bien une couverture supplémentaire et des mules, et évidemment que le siège fonctionne. À l'arrière de l'appareil, les passagers de la classe économique finissent d'embarquer. Je m'appelle France Tucois, je suis votre chef de cabine principal. L'avion est maintenant prêt à partir. Ou presque. Il manque encore quelqu'un. Courez pas. Vous êtes le dernier, bravo. Mais non. Soyez rassurés, il n'y a pas de souci, monsieur. Je suis le mauvais client. Au contraire. Alors, vous avez le choix. Un homme, une femme. Tout. Moi, j'aurais choisi une femme. Du moment que j'arrive dans la vie. Non, ça va pas de souci. Oui, le poste pour le sol, j'écoute. Ok, les opérations de départ sont-elles terminées? Affirmatif, toute opération de départ effectuée, prêt à lever l'avion. Dans le parc appliqué, on lève l'avion. Le décollage est avec l'atterrissage le moment le plus critique dans un vol. Les conditions par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans le cockpit, Olivier rappelle à ses copilotes les consignes en cas de problème. Je rappelle qu'en cas d'anomalie pendant le décollage, avant V1, j'annonce stop ou go. V1, c'est une vitesse d'environ 250 km/h, au-delà de laquelle cet énorme avion de 500 tonnes ne peut plus freiner sans risquer de sortir de la piste. Des questions? Pas de questions. Take off. Manflex 46 SRS Autothrust Blue. Regardez bien maintenant les mains du commandant. La droite ne bouge pas de sa cuisse. C'est avec sa seule main gauche qu'il actionne un joystick qui, d'un simple geste, fait se lever le plus gros porteur du monde. Je pensais que ça bougerait un peu plus. Une demi-heure plus tard, l'A380 a atteint son altitude de croisière. Elle est de 35 000 pieds. C'est ainsi que l'on mesure dans l'aéronautique. 35 000 pieds, ça veut dire 10 700 mètres. Voilà. C'est notre première altitude parce que, au fur et à mesure du vol, l'avion va consommer du carburant, il va donc s'alléger et on trouvera une altitude un peu plus élevée qui sera plus optimale pour la consommation de carburant. Pour info, la température extérieure est de moins 60 à l'extérieur, heureusement que c'est chauffé. Pour le commandant et son équipage, ce vol était prévu de longue date. Voilà, okay. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il arrive souvent au personnel navigant de ne pas savoir quelle sera leur prochaine destination. À Roissy, des dizaines de navigants sont à tout moment prêts à décoller pour remplacer un collègue malade, par exemple. Ils attendent dans cette salle, parfois des heures, voire des journées. Leur jeu préféré, c'est d'essayer de prédire la destination pour laquelle on pourrait les appeler. Elle a la liste des vols, elle les sort tout le temps. On regarde, on fait tous à peu près ça. Et on se dit... On consulte la liste des vols sur lesquels on pourrait partir. Et oui, on a nos préférences, bien entendu. Qu'est-ce qui va être sympa aujourd'hui?
Peut-être passer une escale de 48 heures à San Francisco, ça aurait pu être sympathique. Ou même 48 heures à Bangalore, dans le sud de l'Inde, moi j'aime beaucoup. On reste là, on attend. On guette le texto. Ouais. Oui, parce qu'on est appelé par le téléphone, on reçoit un texto, on est déclenché et on pointe et là on découvre où on va. C'est pas méchant. Ah ben voilà, je suis déclenchée moi. Ah, c'est vrai? Ah non, ah non. Non, fausse alerte. Ah mince. Avec leurs uniformes dessinés par le couturier Christian Lacroix, les navigants incarnent une certaine élégance à la française. Ils se doivent d'être impeccables à tout moment. Pour cela, ils disposent d'une salle de maquillage, d'un fer à repasser et même de quelques chambres pour se reposer. Moi j'ai commencé à 6h ce matin, il est 11h moins 5, je termine à midi, c'est mon premier jour de réserve, donc j'ai encore 3 jours après à faire. Donc même là, si je suis déclenchée, je peux très bien être déclenchée pour partir 2 jours, 3 jours ou 4 jours. Comme tous ses collègues, Marianne passe un certain nombre de jours par an en astreinte. Et ne sachant évidemment jamais où elle va atterrir, elle doit prévoir large. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans, quand même, pour quand on part 4 jours de réserve, on ne sait jamais trop quoi prendre, donc toujours, bien sûr, une bombe de lac. Une hôtesse n'est pas une hôtesse sans une bombe de lac. Et donc on prend voilà, des affaires chaudes, des affaires chaudes avec des pulls en laine si on doit partir dans des régions très froides comme les pays de l'Est. Et puis bien sûr des t-shirts un petit peu plus légers, au cas où je partirais peut-être plus vers le sud, vers le Maroc ou vers l'Espagne. Donc bon, elle n'est pas très très grande, mais elle est surtout très très lourde. Pour les moyens courriers, les astreintes durent 4 jours et jusqu'à 18 jours pour les vols long courriers. Entre 2 journées de garde, chacun rentre chez soi, s'il n'a pas été appelé. Tu finis quelle heure, toi? Moi, je termine à midi, là. Midi. Dans 20 minutes, donc je pense que je serai plus déclenchée maintenant. Je suis bonne pour revenir demain à 15h. Ah, c'est clair. Vu comme cela, ça peut paraître un peu rébarbatif. Mais cela fait partie du jeu pour les personnels navigants. D'autant qu'il est rare que l'un d'entre eux finisse son astreinte sans avoir été appelé. Je viens de les déclencher sur une rotation à 4 étapes. Donc là, je vais partir dans une vingtaine de minutes. Je vais faire un aller-retour Prague, suivi d'un aller-retour Genève. Dans la journée? Dans la journée, oui. Donc là, on a commencé à 11h et le vol nous fait rentrer ce soir à 21h40. Mais par contre, là, je vais être obligé de vous abandonner parce que j'ai briefing dans 10 minutes et il faut que je prépare un peu mon vol. Bonne journée. Merci. Oui, je vous en prie. Pour ce steward, la journée ne fait donc que commencer. Retour sur le vol Paris-Tokyo. À l'arrière de l'appareil, le personnel de bord s'active pour servir 500 repas. En première, ce déjeuner se déroule dans une ambiance des plus feutrées. Seuls 3 passagers se partagent aujourd'hui cette cabine lumineuse et ultra spacieuse. Vous voulez se poursuivre au champagne ou vous souhaitez essayer un vin? Oui, d'accord, très bien. Ici, tous les vins sont sélectionnés par le meilleur sommelier de France. Comme ceci? D'accord, c'est bien. Bonne dégustation, à tout à l'heure. Ses clients ont payé leur aller-retour près de 9 000 €. En première classe, on peut dire que le passager est roi. Absolument, le passager est roi. Ce n'est plus un passager, c'est un grand client. Voilà. De grands clients qui ont à leur disposition 2 personnels navigants spécialement formés au service de luxe. Marie, chargée de la cabine, et Eric, qui va devoir se faire une place dans cette cuisine minuscule. C'est pas très grand, mais il y a beaucoup d'espace de rangement. Quand j'avais mon studio parisien, finalement, c'était même plus petit. Ce chef d'entreprise est un habitué des vols long courriers depuis une 50aine d'années. Il apprécie particulièrement le confort de cet A380. Je reviens tout de suite, monsieur. J'ai pris les premiers DC-4 pour aller en Indochine, par exemple, et ça a vraiment changé en 50 ans, quoi. Ça a vraiment changé. Les constellations, on mettait 4 jours pour aller à Saigon. Là, maintenant, 24 heures, on est de l'autre côté. Il y avait toujours un moteur qui tombait en panne. Il fallait attendre de Paris le nouveau moteur. Mais c'est vrai que de voyager comme ça ne bouge pas.
regardez, vous voyez un verre, l'eau ne frémit pas comme avant, c'est bien. J'avais mal au cœur parce que ça bougeait quand même. Et c'est vrai que c'est vraiment un plaisir, quoi. Monsieur, pour débuter votre déjeuner, le potage qui est aujourd'hui un velouté de carottes au cumin. Pour le déjeuner, De carottes? Oui, absolument. un menu élaboré exclusivement pour la première classe. Je vous souhaite une bonne dégustation, messieurs. En coulisses, Eric dresse chaque assiette à la minute, comme au restaurant. Là, je rajoute les petits marrons. La mousseline, c'est également une mousseline de marron. Et les légumes, ce sont des salsifis. Et puis, je rajoute aussi des lamelles de truffe. Ça, c'est pour moi, c'est pour m'aider à dresser les plats, à connaître le temps de cuisson, à connaître, placer les éléments sur l'assiette pour que ce soit esthétique. Le sens du détail, c'est ça aussi. C'est pas la petite goutte sur le bord de l'assiette. Comme dans les grands restaurants, en fait. Comme ça, Marie sera mise en valeur. Marie, à vous de jouer. Je vous remercie. Des plats gastronomiques préparés quelques heures plus tôt dans cette filiale d'Air France. Elle produit la totalité des plateaux repas embarqués sur les vols de la compagnie. Ici, ce sont ceux de la classe économique, la moins chère. Il en sort plus de 12 000 par jour. Un processus largement industrialisé où toutes les assiettes sont calibrées au gramme près pour contrôler les coûts au maximum. Les passagers de première classe, en revanche, ont droit à de vrais chefs, comme Michel Nug, et à des cuisines dignes des palaces. Monsieur, bonjour. Donc là, vous allez avoir la cuisson de grosses crevettes, de gros gambas qui vont être cuisinées et à côté accompagnées de lanières de légumes au citron. Et là, ils vont les cuisiner maintenant. Ouais. En vol, le passager de première classe pourra décider de manger à n'importe quel moment. Et il aura systématiquement le choix entre plusieurs plats, le plus souvent préparés à base de produits frais. Aujourd'hui, ce que le passager attend dans un avion, parce que vous êtes comme dans un endroit, dans un avion qui est pressurisé, vous avez toujours envie de boire, de manger. Donc là, vous avez des légumes, c'est la fraîcheur, voilà. Sans oublier les produits nobles, comme ce foie gras au citron, qui a été cuisiné ici même. Comment vous faites pour couper des tranches aussi régulières, madame? L'habitude. L'habitude, c'est tout. Il faut que ce soit hyper calibré, hein, c'est ça? 50 grammes. Et là, chaque tranche que vous coupez fait 50 grammes. À peu près, on a plus ou moins. Ils coupent ça tous les jours, après ils en contrôlent une sur 30 et voilà, vous voyez, c'est hyper calibré. Et... C'est quoi la typologie de passager qui va déguster ces plats? Alors c'est hommes d'affaires, des gens du show business, des ministres, hommes d'État. Une clientèle habituée aux grandes tables. Alors quand il travaille sur de nouveaux menus, Michel Nug fait régulièrement appel à de célèbres chefs étoilés. Là, on va travailler par rapport à un plat qu'on est allé voir le chef Joël Robuchon. Donc la symphonie de tartare de saumon aux pousses de Chiso. Dans le plat, il va y avoir donc le saumon fumé, il y aura des capres, de l'échalote, de la coriandre, du persil. Dessus, le caviar, un brin d'aneth et on va faire des toasts à l'huile de curcuma. Cette entrée devrait être servie d'ici quelques mois dans la première classe d'Air France. Donc on va rajouter les capres. Mais avant cela, Michel Nug et ses collègues vont devoir adapter la recette de Joël Robuchon. Car à 10 000 mètres d'altitude, on ne mange pas exactement la même chose qu'au restaurant. Certains produits sont interdits pour des raisons d'hygiène. Le poisson cru est interdit sur les avions. Donc là, on a travaillé un dos de saumon fumé de Norvège. Donc on reçoit le dos de saumon, il est fumé, on le coupe en petits dés et après on l'adapte. Parce que c'est vrai que le saumon cru, on ne peut pas le mettre. Autre contrainte, élaborer un plat le plus luxueux possible sans faire déraper les coûts de production. Il faudra faire très attention au caviar parce que c'est un produit noble et
vu le coût et vu ce qu'on met par assiette, il faudra qu'on soit vigilant sur le grammage. Sur la première, on peut se lâcher de temps en temps avec... Non. Ah non plus. Non, il y a des Non, budgets. donc on a un cahier des charges, que ce soit sur la première classe ou sur la classe business, on a un cahier des charges. Après, on peut peut-être dépasser là, mais si on dépasse là, il va falloir qu'on se rattrape sur un autre plat. C'est-à-dire qu'on... C'est pas extensible, c'est-à-dire que c'est pas possible. La dernière difficulté est sans doute la plus difficile à mesurer. Dans la cabine d'un avion, les aliments n'ont pas toujours le même goût qu'au sol. Les œufs de poisson. Ça croque. La solution, bien souvent, c'est de rajouter des épices. Avant de mettre ce plat à la carte, ils vont devoir le tester sur différents vols. En général, il faut près d'1 an pour qu'une recette élaborée par un grand chef arrive dans les assiettes des passagers de première classe. Mais à cette altitude, difficile d'égaler totalement les meilleures tables. Pour notre chef d'entreprise du Paris-Tokyo, l'essentiel est ailleurs. C'est ce qu'on peut faire de mieux, à mon avis, oui, ça c'est sûr. Hein. Mais ça n'atteint pas les étoiles Michelin. Mais, par contre, le luxe ici, c'est la place, il n'y a pas de cris d'enfants, les gens sont discrets, tout ça, ça fait partie d'un confort. Et vous arrivez en pleine forme. Si vous n'arrivez pas en pleine forme, vous ne bossez pas quand vous arrivez. Et puis un jour, il faut gagner des sous un peu quand même, parce que faut payer tout ça. Donc il faut arriver en forme, et un jour, c'est un jour. Pour cela, privilège suprême, il va pouvoir dormir dans un vrai lit de 2 mètres de long. C'est la sieste en fait, c'est la sieste. Ah ça c'est l'idéal ça. Quand on est fatigué, c'est l'idéal. À l'arrière de l'appareil, certains passagers commencent à s'assoupir, tandis que d'autres passent le temps comme ils peuvent. L'avion vole depuis environ 6 heures. Le commandant, Olivier, est parti se reposer. Ses copilotes, Sylvain et Antoine, ont pris les commandes au-dessus des immenses plaines de Russie, quand soudain, ils aperçoivent 2 boules de feu 11 000 mètres plus bas. A priori, on voit deux torchères, deux grosses usines à gaz en Sibérie. Voilà. C'est vraiment très lumineux. Ouais. La moitié du vol se fait au-dessus de la Sibérie. À 49 ans, Antoine ne vit que pour ce genre de moment. L'avion, c'est un rêve de gosse pour ce pilote au parcours atypique. Débuté comme mécanicien. Pour moi, c'était vraiment une passion. Depuis tout petit, sur le banc de l'école, déjà, je faisais des petits avions en papier. Et on faisait des concours à celui qui allait le plus loin. Après, j'ai fait de l'aéromodélisme. J'en fais toujours. Et puis après, j'ai volé sur différents types de machines. Je fais du deltaplane, du planeur. Je continue à faire de l'ULM. Donc c'est vraiment une passion. Et j'ai eu la chance, par des petits moyens détournés, d'arriver à cette fonction. Donc voilà, pour moi, c'est plus un plaisir qu'un travail. Et c'est une passion. Et voilà. Et puis dès que je rentre à la maison, je fonce au terrain d'aéromodélisme. Je continue à voler sur des petits avions. Voilà. C'est pas trop long, ça fait quand même beaucoup de temps où il se passe pas forcément grand chose. C'est sûr que vu du côté passager, ça peut paraître très long, mais même si on a l'air inactif, on est toujours en alerte. Donc on a des messages radio à passer régulièrement, on suit l'évolution de la consommation de carburant, on a une surveillance de l'avion en général à faire, ce qui fait que le temps finalement passe beaucoup plus vite qu'on pourrait le croire. À ce moment-là, Tokyo est encore à des milliers de kilomètres. Une partie de l'équipage a pris 2 heures pour dormir. Sur le pont supérieur, Laurence, la chef de cabine, reste de garde. Son équipe et elle ont une dizaine de minutes pour dîner, tout en conservant un œil en permanence sur les passagers. Non merci. Allez. Donc vous avez vu, on a un passager qui a consommé un peu trop d'alcool. Sur la partie avant de la cabine. Voilà. D'accord. Donc tout le monde est au courant.
Les passagers comme ce monsieur nécessitent souvent des trésors de diplomatie. Vous voulez de l'eau, peut-être? Non, du champagne, elle est vide. Eh oui, non, on n'en a plus, mais je vais vous donner un petit verre d'eau avant le champagne. Je préfère un verre de champagne. Moi, Alors, je vous donne du champagne si vous buvez un verre d'eau. Bon, alors, on va se... alors... Contre là... Non, non, on ne se sert pas tout seul dans un avion. On demande avant. Ah non, alors ça, c'est... Ah non, non. Ça, c'est sûr. Oui, il faut transmettre la consigne. Donc, j'ai donné de l'eau. Et là, donc, je vais ouvrir du champagne, mais il tient bien, hein, il tient quand même. Mais il faut faire attention. D'accord? Bon, je vous en donne un petit peu. Hein. Ah bah ouais, parce que sinon, hein, pour ma santé. Ça vous est déjà arrivé qu'un passager comme ça doive être maîtrisé par l'équipage? Ah oui? Ouais. Oh, ça, oui, ça nous arrive. Ça m'est déjà arrivé au moins 2 ou 3 fois. Ouais. Mais en l'occurrence, justement, c'est moi je dormais et 4 heures de garde, 4 heures de repos plus tard, c'est un passager que personne n'avait trop pris en compte, en fait. L'avion était grand, c'était il y a longtemps. Hein. Et il était passé dans tous les offices et il avait vu. Sauf que nous, quand on l'a récupéré après notre repos, là, c'était trop tard. Donc, il était déjà bien alcoolisé et il a fallu sévir. Ah, c'est la compote de fruits, ça c'est quoi de fruits? Il y a un autre passager qui demande beaucoup d'attention. C'est celui qui voyage malgré sa phobie de l'avion. Monsieur Nielsen, oui. Comment vous sentez-vous? Ça va, j'essaye. Mais vous êtes bien accompagné quand même. Oui, oui, je suis bien accompagné, oui. Quand même. Vos collègues vous soutiennent. Je l'ai vu au décollage vous prendre la main. Hein. Je ne le répéterai pas, mais j'ai vu que vous étiez bien soutenu. Vous allez réussir à dormir quand même? J'ai pris un petit calmant, mais juste au début. Non, si ça bouge pas trop, ça va aller. Je reste à votre disposition. Très bien, je vais venir tout à l'heure. Ce monsieur n'est pas un cas isolé. Merci à vous. Merci. Un passager sur 3 serait au minimum mal à l'aise en avion. Pour ces voyageurs angoissés, il existe une solution. Allez, bonne journée, allez, bonne chance. Marine, 21 ans, n'a pas pris l'avion depuis des mois. Elle a même dû refuser récemment des vacances au soleil et en famille. Et elle stresse beaucoup à l'idée de la journée qui l'attend. Vous avez peur en avion? Oui. À quel point? Au point de pleurer, si je pouvais crier, partir en courant, je le ferais. C'est à ce point-là. Ça devient insupportable, j'arrive même pas à me contrôler. Ouais. Marine? Oui. Bonjour. Bonjour. Philippe Guery du centre anti-stress. Vous venez apprivoiser l'avion? Bonjour, on est ravis de vous accueillir. Bonjour Vincent, Philippe Guery, on s'est parlé. Oui. Pour tenter de guérir leur phobie de l'avion, Marine et Vincent sont venus suivre un stage anti-stress avec Philippe, qui est à la fois steward et psychologue. On vous a réservé le premier rang. Il ne sera pas le seul intervenant de la journée. Voilà Didier, votre pilote. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Je voudrais qu'on mette en commun les raisons qui font qu'on se retrouve. Donc, qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous inquiète? Les turbulences. Les turbulences. Autre chose? Moi, n'importe quel bruit, n'importe quel son qui peut sortir. Les bruits. Ça veut dire que spontanément, vous êtes en alerte, aux aguets? Oui. D'accord. Même le moteur, si je vais entendre... je vais essayer d'écouter s'il fonctionne pas. Enfin, voilà. Est-ce que vous êtes mécanicienne, bien sûr? Non. Non, eh oui. Pour les compagnies aériennes comme Air France, il y a un enjeu commercial derrière ces stages. Alors, vous n'êtes pas tout seul. Selon une étude, le manque à gagner lié aux passagers qui renoncent à prendre l'avion serait de l'ordre d'1,5 milliard d'euros par an. Ce qui est important avec la respiration, c'est qu'elle nous indique notre niveau de stress. Je sens que je suis oppressé. Pour les aider à vaincre leur stress, Quitte à forcer. Philippe va apprendre à Marine et à Vincent à se relaxer. Allez-y, j'inspire. Je me remplis. Des exercices qui font partie de la formation des pilotes et des personnels navigants. Ça va? Ouais. C'est ensuite au tour de Didier.
commandant de bord Alors sur là, Airbus A320 de prendre la parole. On n'est jamais seul. Il va leur expliquer comment se passe un vol. On va remettre un petit coup de moteur et augmenter l'assiette. Là, un vol normal. En général, on décolle. Alors, supposez qu'on décolle en sens inverse, on fait un virage. 5000 pieds, on s'arrête là. Avec un schéma tout bête, il leur décrit les différentes phases. Montée, palier, descente. Et ensuite descendez, palier, ensuite virage. Et les sensations souvent trompeuses qui vont avec pour un passager. Et là, on arrive, on se pose. Du point de vue des sensations, une fois que vous avez décollé 1500 pieds, on réduit 3000 pieds, on rentre les volets, l'avion fait ça. Ensuite, palier, là, à cet endroit-là, bon, sensation. Plus de moteur. Arrivé à là, moteur plein pot pour monter. Ça repart. Vous dites là, bon, il se passe un truc, là. Resensation, resensation, resensation. Là, on coupe les moteurs, on est tous morts. Là, on fait un palier, on ne sait pas pourquoi. Là, on plonge. Qu'est-ce qu'ils foutent, les deux gros lourds devant? On va tous tomber. Heureusement, vous avez vu la tête du capitaine avant, vous avez dit, il a une bonne tête, celui-là, donc ça va aller. Un vol qui n'a pas ces sensations-là n'existe pas. C'est un vol sur papier. Démonstration immédiate. Voilà la bête. La bête, c'est un simulateur de vol à 20 millions d'euros où s'entraînent les pilotes. Voilà, alors prenez vos repères dans le simulateur. Vous respirez bien, vous voyez que c'est quand même assez large. Voilà. Marine, tu respires bien le ventre. Oui. Voilà. À tour de rôle, Marine et Vincent vont prendre place sur le siège du copilote. Que vous ayez à peu près toutes les sensations. Alors par contre, c'est normal. Attends, tu es là pour ça, tu n'es pas là pour pas avoir peur. Tu comprends? C'est bon pour vous? C'est maintenant que vous allez avoir les sensations les plus fortes. Même en simulateur, le décollage est une épreuve pour les deux stagiaires. Air France, 1, 2, 3, 4, clear for take-off, runway 27 left. Ça part à 50%, voilà. Et là, plein pot. Je vérifie les paramètres. Toga SRS on auto choice blue. Là, tout va bien. Tu vois que je fais exprès d'augmenter l'amplitude des pieds pour que tu le sentes. Regarde devant. Voilà. On arrive à 100 nœuds. On a vérifié les anémomètres. V1. Rotate. Et là, je tire et on monte. Vario positif, je rentre le train. D'accord? Vincent? Voilà. C'est normal, c'est tous les avions qui décollent font ça. On attend 3300 pieds pour rentrer les volets. 50, 40, 30, 20, retard. Voilà. Allez, je freine, suis avec les pieds, je mets les reverse. Je fais exprès de faire droite-gauche pour que tu sentes. OK? Et je freine. Bon, je freine un peu fort pour vous montrer. Vous allez changer de place? Alors maintenant, on va faire un petit exercice. La météo n'est pas très bonne aujourd'hui. Donc on va mettre les turbulences. Respiration ventrale au maximum. Allez, vas-y, Estelle. OK? Donc là, regardez bien, on est en panne moteur. D'accord? On est un seul pilote, l'autre est mort à côté, il a une crise cardiaque. Donc on est un seul pilote, d'accord? Je pilote sans les mains et on est dans les turbulences. Alors, ça n'a rien d'agréable, d'accord? Mais rien de dramatique. Alors, le problème, c'est que bien sûr, pour le café, c'est pas terrible, on est bien d'accord? Objectif de ce stage, prouver aux passagers qu'ils sont entre de bonnes mains. Et que ces turbulences, dont ils se font toute une montagne, sont quelque chose de très banal pour les pilotes. Comment ça s'est passé? Bien. Oui, bien. Impressionnant au départ, mais après ça va. On se détend au fur et à mesure. Il y a un petit temps d'adaptation quand même. Vous avez eu le sentiment d'être dans un véritable avion? Ah oui. Ah ouais. L'angoisse au début, on a la même angoisse que dans l'avion. C'est pareil. Mais je pense que ça réussit. Vous vous sentez mieux? Ouais. Selon Air France, ces stages seraient bénéfiques pour 9 passagers sur 10. Se rassurer a tout de même un prix.
environ 600 € la journée. Pour le Paris-Tokyo, le voyage touche bientôt à sa fin. C'est Michel, est-ce que vous êtes prêt pour la deuxième prestation? Michel, un des chefs de cabine, sonne le réveil. D'accord, j'ai mis un peu de lumière, ça va commencer doucement. Et puis, vous m'appelez quand vous êtes prêt, puis le temps qu'Aurélie se prépare, et puis on y est parti. L'équipage a environ 1 heure pour servir 500 petits déjeuners avant la descente sur Tokyo. C'est un peu compliqué ce moment-là pour l'équipage, non? C'est toujours un petit peu le flou, parce qu'il y avait une partie qui se reposait, l'autre qui était de garde. Donc c'est un peu un moment où on se rejoint, on se parle par rapport à ce qui s'est passé pendant l'absence de la partie de l'équipage. Ouais, c'est bon? C'est parti. Parmi tous ces navigants, Michel a un atout supplémentaire. Il peut communiquer avec tous les passagers. Un détail particulièrement appréciable pour ces voyageurs japonais. Il parle très bien japonais et il est très poli. Vous parlez couramment le japonais? Oui. Comment ça se fait? C'est une vraie passion pour le pays, la culture, les Japonais eux-mêmes. Donc ça a été quelque chose qui est venu très naturellement. Et puis je continue à prendre des cours pour rester à niveau, satisfaire nos clients. Pour moi surtout. Mesdames, Messieurs, ici votre commandant de bord. Nous allons débuter notre descente d'ici un peu moins de 10 minutes. Laurence, la chef de cabine, constate que son passager éméché va beaucoup mieux. Il est un peu moins de 10 h du matin à Tokyo, 2 h du matin hors de Paris. Vérification de la porte posée. À gauche, vérifiez à droite. À peine les passagers ont-ils quitté l'avion que l'équipage doit déjà penser au vol retour. On arrive le matin ici, c'est l'horaire qui veut ça. Donc non, la journée n'est pas finie. Chacun va à sa façon avoir à gérer son décalage horaire et essayer de s'organiser pour être en forme pour le retour. Ça va là, pas trop fatigué? Non, ça va. Dans l'immédiat, il leur reste encore 1 h 30 de bus pour rejoindre leur hôtel. C'est vous qui allez conduire le bus aussi? Ah non. Puis ils auront quartier libre. Rendez-vous dans 48 heures. Le ramassage pour le 10. Le réveil à 8h40. Le ramassage à 9h40. Tout le monde a bien entendu? Oui, merci. 2 jours qu'ils mettront à profit pour récupérer. Cela ne sera pas de trop, avec 8 heures de décalage horaire. On n'a pas la même tête qu'au départ quand même. Hein. Non, toi c'est vrai. On n'a pas la même tête qu'au départ quand même. Ces navigants passent une bonne partie de l'année dans les hôtels. Une dizaine de jours par mois environ. Leurs escales ne se déroulent pas dans des palaces, mais ils ont tout le confort et surtout le calme dont ils ont besoin. Et là, je pense qu'il est temps d'aller faire une sieste. Pour gérer la fatigue, beaucoup choisissent de rester à l'heure de Paris. Bonne nuit. Une vie en décalage horaire, pas toujours évidente à gérer, notamment lorsqu'on a une famille. À l'image de Cédric, un des stewards. Oui, salut mon cœur, ça va? Ça va? Sa femme et lui viennent d'avoir un petit garçon. Coucou mon grand. Coucou papounet. Tu l'as amené à la mer, c'est ça?
Tu lui as mis les pieds dans l'eau, c'est ça, tu m'avais dit? Oui. Arrivé là-bas, c'était 4h, 4h15, l'heure du biberon, je l'ai déshabillé. Je lui ai mis les pieds dans l'eau. D'accord. Voilà. Une situation d'autant plus compliquée que son épouse est hôtesse de l'air, elle aussi, chez Air France. Oui. Ils font un vol ensemble une fois par mois. Le reste du temps, ils doivent jongler. En ce moment, je suis de repos et lorsque mon mari rentre, moi je pars. Donc voilà, après en ce qui concerne le petit, on s'organise, on s'est mis en décalé depuis qu'on a Gabriel. Ça veut dire que finalement, vous vous voyez très peu en ce moment, tous les deux. On se croise. Voilà, on se croise, d'où les post-it sur le frigo, les plannings de l'un et de l'autre affichés, et les plannings de la nounou, de la crèche, et des beaux-parents qui sont là en cas de coup dur. Voilà. Ben, après chaque départ, il y a des retrouvailles aussi. Hein. Et c'est ça qui fait que voilà, on a cette chance-là d'avoir ces moments de retrouvailles qui sont peut-être plus forts que dans d'autres couples. Et qui nous fait, voilà, c'est notre petit bonheur à nous. Avec le pédiatre, mardi soir, hein, ça n'a pas changé. On a toujours rendez-vous mardi comme convenu, 16h40. Allez, au revoir. Gros bisous. Au revoir, je t'aime. Au revoir. Bisous. Au revoir, Gabriel. Au revoir. Le lendemain matin, une partie de l'équipage profite de l'escale pour faire une petite balade dans les rues de Tokyo. Comment? Non, c'est à gauche. C'est à gauche. Il faut ressortir là et passer comme ça. Là, ils sont là déjà. Pas évident de s'y retrouver dans les artères bondées de la capitale japonaise. D'autant qu'ici, il est impossible de repérer le moindre nom de rue. Marie, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Sur le dessus. Ce matin, ils sont encore un peu étourdis par le décalage horaire. Bravo. Merci, chère madame. C'est chaud, c'est encore chaud. C'est bon. On a l'impression qu'il y a du thé vert à l'intérieur. Il n'y a pas de thé vert? Je dis n'importe quoi. Excusez-moi, mais décalage horaire, ça affecte la sensation de ce qu'on mange, hein, c'est ça? Le manque d'oxygène. C'est le manque d'oxygène. Quelques-uns parmi eux sont des habitués de Tokyo. À l'image d'Olivier, le commandant de bord. C'est des rockers. Ils ressemblent à Elvis en japonais. Ça fait 20 ans qu'ils viennent le dimanche. Là, on les voit régulièrement ici. Une vie aux quatre coins du monde qui les fait encore rêver, même après des années de métier. Là, je suis à Tokyo. La semaine dernière, j'étais à La Havane. J'y suis resté seulement une nuit. À Tokyo, là, j'y passe 2 nuits. J'ai 3 jours de repos en rentrant. Ensuite, je vais repartir à New York et je terminerai par Santiago du Chili. Moi, j'ai choisi ça parce que je ne voulais pas faire du lundi au vendredi. Oui. Et puis faire les courses le samedi et aller me promener au parc le dimanche. Moi, j'avais envie que la vie soit faite d'imprévus, de couleurs, parce que justement, on ne sait pas où on va atterrir à l'avance. C'est le cas de le dire. Et une fois qu'on y est, on est content d'y être et on languit la prochaine escale parce que ce sera... On atterrit en général. Et puis on sait où, hein, parce que... On sait où. Surtout toi, j'espère. Ben oui, c'est pour ça que je me permets d'intervenir. On sait où on atterrit.